Au milieu des années 1990, la ville de Bâton Rouge est secouée par une vague d'homicides qui va durer 10 ans. Chaque fois qu'on apprenait que le coroner avait reçu un appel, on se disait que c'était reparti. Les découvertes macabres s'accumulent et les citoyens ont peur de marcher dans les rues. Tout le monde était en danger. Bâton Rouge était paralysé par la peur. On cherche le prédateur à l'esprit tordu qui tue ses victimes de façon monstrueuse. Elles n'avaient plus de mains, elles avaient été coupées au poignet. Qu'est-ce qui peut bien motiver ce meurtrier sadique? Ils m'ont dit, vous ne saviez pas que vous viviez avec un tueur en série? Serait-il un tueur né? La Louisiane est bien connue pour sa grande hospitalité, typique des États du Sud. Et la ville de Bâton Rouge en est un bel exemple. Ici, quand on croise quelqu'un qu'on ne connaît pas, on lui demande comment ça va. On est comme ça dans le Sud. Toutefois, certains quartiers de la ville sont beaucoup moins accueillants. Il y a une grande différence entre le nord de Bâton Rouge, le centre-ville et le sud de la ville. C'est le jour et la nuit. Le nord de Bâton Rouge était un secteur dangereux à l'époque. Il l'est même encore aujourd'hui. Les femmes qui mènent un style de vie très risqué se promènent dans les rues à toute heure. Il y a beaucoup de drogue dans tout le secteur et les meurtres sont fréquents. Une femme qui mène ce style de vie est mère de 2 enfants. Il s'agit de Donna Bennett Johnston. Elle était dépendante au crack. C'était à peu près la seule chose qui l'éloignait de la maison. C'est ce qui la retenait dans les rues. Elle cherchait du crack. C'était tout de même une bonne mère, mais elle avait un problème. Pour moi, c'était une personne merveilleuse, une femme extraordinaire. Elle mettait tout son cœur dans tout ce qu'elle faisait. C'était le genre de personne qui aimait très profondément. Elle m'appelait souvent le soir juste pour me dire qu'elle m'aimait. Justin s'est habitué aux absences de sa mère. Parfois, elle sortait et quand on se réveillait le matin, elle n'était pas là. On ne perdait jamais espoir qu'elle s'en sortirait et qu'un jour, elle irait mieux. Malheureusement, en 2004, tous ces espoirs s'effondrent. 2 residents were out looking for their lost dog on Ben Hur Road between Nicholson and Burbank this morning when they spotted what looked like the body of a woman lying in the drainage ditch on the south side of the bridge. Cause of death? Strangulation. C'était un vendredi. Il était à peu près 14 heures. Mon petit frère et moi, on était au basketball. On jouait et en plein match, mon téléphone a sonné. Quand j'ai vu que c'était mon père, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Il m'a dit que ma mère avait été trouvée morte le matin même. Je n'entendais plus aucun bruit dans la salle. Il n'y a rien de pire que d'apprendre une telle nouvelle. Hearing those words. L'enquêteur Todd Morris est appelé sur la scène de crime. Ils l'ont trouvée face contre terre, ici sur le bord du canal. Une veste lui couvrait le bras droit.
Quand on l'a enlevé, on a découvert que le meurtrier lui avait coupé le bras au coude. Il avait emporté son avant-bras. On ne l'a pas trouvé sur la scène de crime. Sur la cuisse droite, il lui avait aussi enlevé un morceau de chair de près de 20 cm². Il l'avait emporté. Les enquêteurs croient qu'il s'agit de la toute dernière victime d'un tueur en série qui enlève des femmes dans les rues du secteur nord de Baton Rouge. C'est le pire cauchemar de toutes les villes et aussi de tous les enquêteurs de savoir qu'une personne rôde dans les rues et tue des femmes. Un monstre qui commet de telles atrocités est capable de tout. Ce malade cherchait des proies et s'en prenait à des femmes innocentes. On se demandait toujours à quel moment il y aurait une autre victime. Personne ne peut se douter que ce meurtrier sadique tue des femmes depuis déjà 10 ans. En 2004, la ville de Baton Rouge, en Louisiane, est ébranlée par une série de meurtres violents. Cette étrange histoire a commencé il y a 10 ans, de façon plutôt banale. En mars 1994, Terry Lemoyne, une native de Baton Rouge, se fait présenter un homme qui va changer sa vie. J'étais gérante dans un dépanneur et j'aimais travailler de nuit. Un soir, une de mes grandes amies m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un qu'il fallait que je connaisse et elle m'a présenté Sean. J'ai trouvé qu'il avait un petit air de premier de classe. C'était sécurisant. Il avait l'air de sortir tout droit d'un campus. Le genre de type qu'on imagine jouer avec les enfants des voisins. Après ma première rencontre avec Sean, je me suis dit que j'aimerais bien le revoir. Il s'est mis à venir me voir chez moi. Puis tout s'est enchaîné. Terry et Sean se fréquentent de façon plus assidue et apprennent à se connaître. Il vivait dans une très jolie maison qui était plutôt encombrée. La vaisselle n'était pas lavée, c'était très en désordre. Rien n'était à sa place, si on peut dire. On s'entendait vraiment bien. Et je ne me posais plus qu'une seule question à laquelle il me fallait une réponse. Pouvais-je lui faire assez confiance pour passer toute ma vie avec lui? Un soir, j'ai amorcé une dispute et je l'ai giflé exprès pour voir comment il allait réagir. Il a tapé du pied et il m'a dit que les hommes ne sont pas censés frapper les femmes et vice-versa. Un point, c'est tout. J'ai su que je serais en sécurité. Terry ne connaît pas tout de Sean. La maison de retraités St. James Place se trouve juste en face du dépanneur. Une des résidentes, Anne Bryan, est une dame de 82 ans. C'était une vieille dame très gentille. Elle avait une famille aimante. Toute sa vie, les gens qui l'entouraient l'avaient toujours respectée. Le soir du 20 mars, Anne attend la visite de son infirmière pour son examen périodique. La porte extérieure de l'immeuble n'était pas verrouillée. Anne avait laissé sa porte un peu entrouverte pour que les infirmières puissent venir lui donner ses médicaments. En entrant dans la chambre de Anne Bryan tôt le lendemain matin, les infirmières font une atroce découverte. Des employés de la maison de retraite ont trouvé son corps le lendemain matin. C'était une femme de 82 ans et elle avait été agressée très violemment. Le meurtrier lui avait fait des choses inimaginables.
La police n'avait aucun indice et ne savait absolument pas pourquoi quelqu'un pouvait avoir voulu la tuer. Même pour des policiers expérimentés, c'est dur de constater des crimes aussi violents et haineux. On voyait à l'expression des policiers que c'était grave. Les policiers se demandaient qui pouvait avoir fait de telles choses à une vieille dame comme Anne Bryan. Ils étaient perplexes. La nouvelle flamme de Terry Lemoine, Sean Vincent Gillis, est un homme aux antécédents familiaux plutôt troublants. Ses difficultés ont commencé après un incident traumatisant entre Norman, son père, et sa mère Yvonne. Norman était ivre quand Yvonne est rentrée à la maison. Il pointa un fusil vers la tête de son fils et il a menacé de tuer Yvonne et Sean. Norman a été interné dans un institut psychiatrique. Le père de Sean souffrait de troubles mentaux. Il buvait beaucoup, il prenait aussi des médicaments de toutes sortes. Ça créait beaucoup de difficultés dans sa vie. Au cours secondaire, Sean reçoit l'aide de Robert Baum, l'un de ses professeurs. J'ai commencé à enseigner ici dans les années 1970 et j'ai enseigné pendant 30 ans. Quand j'ai connu Sean, je l'ai tout de suite aimé. Il n'était pas très populaire. Il était même un peu marginal parce qu'il ne pratiquait pas de sport et qu'il n'était élu à aucun poste. C'était un élève agréable en classe. Il travaillait bien et ne causait jamais de problème. Jamais. Malgré des apparences plutôt prometteuses, Robert croit que Sean est loin d'être un enfant heureux. La plupart des enfants qui fréquentaient cette école avaient des parents qui venaient à tous les événements, mais pas les siens. Il devait se débrouiller seul parce qu'à ma connaissance, il n'y avait jamais personne qui l'attendait à la maison. Quand un enfant grandit dans ce genre de famille, il peut ressentir beaucoup de colère et avoir une piètre opinion de lui-même, c'est certain. Quand il rencontre Terry Lemoine à l'âge adulte, Sean trouve enfin quelqu'un à qui il peut parler de ses insécurités. Ils sentaient tous les deux qu'ils pouvaient combler les besoins de l'autre. Ils étaient vraiment faits pour être ensemble. Toutefois, Sean a certains vices qu'il tente de cacher à Terry. Sean consommait beaucoup de pornographie. Il m'arrivait parfois de le surprendre. Ça nuisait beaucoup à notre relation. Comme Terry travaillait de nuit, Sean pouvait donner libre cours à ses fantasmes. Elle ne savait absolument pas ce qu'il faisait. Il sortait souvent toute la nuit. Il roulait dans les rues et il cherchait des femmes. Une femme marche le soir dans ces rues. Il s'agit de Catherine Hall. Catherine Hall menait une vie très risquée, si on peut dire. Elle se prostituait de temps en temps, c'était connu. Le nord de Baton Rouge est un endroit très dangereux pour les prostituées. Elles sont des proies faciles pour les prédateurs qui cherchent à faire du mal à des femmes. Le soir du 4 janvier 1999, la vie très risquée de Catherine Hall va se terminer de façon brutale. Catherine Hall était au bout d'un cul-de-sac. Elle avait subi de graves mutilations après la mort. Elle avait été placée sous le panneau Dead End, cul-de-sac. Pour la police, il était évident que ce n'était pas un meurtre banal. Le nombre de coups de couteau, la violence de l'agression, tout indiquait que l'auteur de ce meurtre était un enragé qui en voulait aux femmes. De prime abord,
les enquêteurs sont troublés par les circonstances entourant la découverte du corps de Catherine Hall. Son corps avait été placé de façon à ce qu'on le trouve. Il n'était pas caché dans un endroit discret. Elle avait bon nombre de coupures infligées après la mort et aussi des marques de lien. Les autorités arrivent à recueillir un seul élément de preuve à l'autre bout de la ville, et il n'est pas très encourageant. En guise d'indice, les policiers n'ont trouvé que sa veste et ses effets personnels. Il n'y avait pas d'empreinte digitale. À cette étape, il n'y avait rien qui pouvait les aider à trouver le meurtrier. Les enquêteurs sont conscients que le meurtrier a laissé des signes qui ne présagent rien de bon. Sur la scène de crime, j'ai compris que ce n'était sans doute pas le premier homicide commis par ce tueur, et probablement pas le dernier. Les enquêteurs commencent à chercher des pistes, mais se retrouvent vite dans une impasse. On n'avait aucune piste un tant soit peu sérieuse après le meurtre de Catherine Hall. On a cherché en s'appuyant sur les informations qu'on avait, on a retracé ses déplacements et on a retrouvé les personnes qu'elle aurait pu rencontrer. L'enquête avance à pas de tortue. Et tout le monde craint que le tueur frappe de nouveau. Après ce meurtre atroce, on se demandait s'il allait arrêter ou continuer. À cette époque, les difficultés apparues depuis un certain temps dans la relation entre Terry Lemoine et Sean Vincent Gillis commencent à s'aggraver. Il arrivait à 17h, au moment où je me couchais avant d'aller travailler, parce que je travaillais de 23h à 6h. On ne se voyait pas beaucoup. Je me couchais, et parfois, quand je me relevais, il n'était plus là. Je lui demandais où il était allé, et il ne pouvait pas me répondre. Je craignais le pire. Je me demandais qui était l'autre femme. Le comportement de Sean continue d'éveiller les soupçons. Un matin, il est venu me chercher au travail, et il y avait une horrible odeur dans la voiture. Je lui ai demandé ce que ça pouvait bien être. Il m'a dit qu'il avait heurté un animal sur la route en venant me chercher et qu'il y avait encore du sang sur la voiture. C'était ça, la mauvaise odeur. Je l'ai cru et je lui ai demandé de laver la voiture. Je suis descendue, je suis entrée dans la maison et je me suis couchée. Il m'a dit qu'il s'en allait laver la voiture. On n'en a plus jamais parlé. Sean commence aussi à se passionner pour les ordinateurs et à explorer les aspects les plus sombres d'Internet. C'était au début d'Internet et on ne pouvait plus l'arracher à son ordinateur. Ce qui l'a vraiment accroché, c'était les sites où il pouvait voir des corps de femmes mortes. C'est devenu une véritable obsession. Il regardait des corps tous les jours. Un jour, il a voulu me montrer des images. Il m'a montré un article au sujet d'une femme trouvée morte dans un fossé, à Bâton Rouge. Ça m'a vraiment ébranlée. Et je lui ai dit que je ne voulais plus jamais voir ce genre de choses. Outre son intérêt pour Internet, Sean a un petit cercle d'amis qu'il fréquente par intermittence. Johnny May Williams fait partie de ce groupe d'amis. Il l'avait connue à la boutique où il travaillait. De temps en temps, elle allait faire le ménage chez lui. Ils aimaient fumer du cannabis et passaient du temps ensemble. Johnny May était une femme très spéciale, reconnue pour ses talents de cuisinière. Elle coiffait ses amis et ses voisins. Tout le monde l'aimait beaucoup. Un soir de janvier 2003, Johnny May décide de sortir seule dans les rues du nord de Bâton Rouge, ce qui inquiète beaucoup sa famille. Ce soir-là, elle ne rentrera pas chez elle. Un meurtrier sadique rôde toujours dans les rues.
Dans les années 1990, un meurtrier commence à tuer des femmes à Baton Rouge, la capitale de la Louisiane. En 2003, Johnny May Williams, une femme de 45 ans, disparaît. Il faudra 9 mois pour résoudre le mystère de ce qui lui est arrivé. On m'a informé qu'il y avait une autre victime dans un coin reculé de notre territoire. On était en octobre 2003. Un garçon roulait à vélo dans le bois près de chez lui. Son chien avait disparu et il le cherchait. Il a trouvé le corps de Johnny May. En examinant le corps, l'enquêteur Morris fait une macabre découverte. Ses restes n'étaient pas recouverts. Elle était là depuis un certain temps. Il y avait une veste près de sa main droite. En approchant pour examiner le corps, j'ai constaté que les 2 mains avaient été coupées et détachées des poignets. Il y a de troublantes similitudes avec le meurtre de Catherine Hall. Elles sont toutes les 2 mortes étranglées. On a trouvé des marques de lien et comme Catherine Hall, elle avait subi des mutilations après la mort et elle était partiellement démembrée. L'autopsie révèle qu'il s'agit du corps de Johnny May Williams. Le meurtrier est un tueur extrêmement pervers et l'enquêteur Todd Morris est nerveux. Devant ce genre de signature, on est toujours très inquiet. Il mutilait de plus en plus les corps de ses victimes. Il emportait même des parties de corps. On cherchait un individu très particulier, unique en son genre. Sean Vincent Gillis est un homme qui a eu une vie particulièrement singulière. Il était très attaché à sa mère. Elle s'était retrouvée dans une situation très difficile et elle avait travaillé très dur. Elle avait vraiment fait l'impossible pour offrir à Sean tout ce qu'il y avait de mieux pour lui. En 1992, quand elle quitte la ville pour poursuivre sa carrière ailleurs, Yvonne Gillis laisse sa maison à son fils de 29 ans. À l'époque, il était très fâché que sa mère soit partie. Il s'est senti abandonné. Il n'avait pas ce qu'il fallait pour faire face à la vie et se débrouiller seul. Les voisins l'entendaient donner des coups sur les poubelles et hurler à la lune en pleine nuit. Il a eu une période très difficile quand elle est partie. Ça lui a aussi donné l'occasion de faire ce qu'il voulait. C'est à cette époque qu'il s'est mis à passer beaucoup de temps à l'ordinateur et à explorer les univers plus sombres qui le fascinaient tant. « 12 ans après le départ de la mère de Sean, la ville de Baton Rouge est ébranlée par une vague de crimes atroces. La dernière victime a été découverte à quelques rues de chez Sean Gillis. Donna Bennett Johnston n'a plus qu'un seul bras et son corps a été jeté dans un fossé. La peur s'empare de la ville. Donna Bennett Johnston a connu une mort atroce. C'était évident que l'auteur de ce meurtre l'avait tuée en proie à une rage folle. Les gens fermaient leurs portes à clé et verrouillaient leurs fenêtres. Les femmes prenaient des cours d'autodéfense. Les victimes étaient si différentes que toutes les femmes étaient en danger. Baton Rouge était paralysé par la peur. Les meurtres de Catherine Hall et Johnny May Williams ne sont toujours pas résolus et les enquêteurs ont un regain d'espoir devant les indices trouvés sur la scène de crime de Donna Johnston. On aurait dit qu'un véhicule avait reculé à cet endroit. Peut-être qu'elle était dans ce véhicule et qu'on l'avait traînée jusqu'au canal où on avait jeté son corps. Le véhicule avait laissé une empreinte de pneus. On a obtenu une liste des gens qui avaient acheté le même modèle de pneus. Le plus encourageant est que l'ADN prélevé sur le corps de Donna Johnston concorde avec l'ADN trouvé sur d'autres victimes.
On a trouvé le profil génétique du même homme sur 3 des victimes. Et on a trouvé une empreinte de pneu sur une des scènes de crime. Les enquêteurs croient qu'ils vont pouvoir pincer leur homme. Ce n'est qu'une question de temps. Toute l'équipe était emballée. On savait qu'on pouvait établir des liens entre tous ces crimes et qu'on était sur la bonne voie. Les enquêteurs travaillent de plus en plus vite et l'agent Jeff Methvin du FBI commence à dresser une liste de suspects potentiels. L'empreinte de pneu était un élément de preuve encourageant parce qu'on savait que ce pneu s'était trouvé sur la scène de crime. Et on avait une liste de gens qui avaient acheté un pneu identique dans la région. La première personne sur cette liste était M. Gillis. Un matin, je venais de rentrer du travail quand 2 enquêteurs sont venus sonner à la porte. Ils voulaient parler à Sean. Il les a suivis dehors et j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je me demandais pourquoi il ne pouvait pas parler devant moi. Il est rentré et il m'a dit qu'il devait les suivre au poste. On marchait dans l'allée pour se rendre à nos voitures et Sean nous a demandé s'il pouvait fumer une cigarette avant de partir. Évidemment, on lui a dit oui. Il a fumé environ la moitié de sa cigarette, puis il l'a jetée dans l'allée, il l'a écrasée et il a dit « Allons-y, qu'on en finisse ». Au bureau du shérif, l'agent Methvin questionne Sean Vincent Gillis au sujet de son lien avec la scène de crime de Donna Bennett Johnston. Do you know why we're talking? We're talking because you had some tire tracks that possibly came from my car there. And from those tracks, it appears she was unloaded from that vehicle and thrown into that canal. She was not unloaded from my vehicle. Après la première entrevue pendant laquelle Gillis a tout nié, les enquêteurs n'ont pas le choix de le relâcher. Continuant d'amasser des preuves contre lui, ils prélèvent un échantillon de son ADN. Il est rentré à la maison, il a cuisiné, on s'est assis à table et il n'a même pas allumé l'ordinateur. On a regardé un film, on a passé toute la soirée ensemble. À la fin de la soirée, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe? Qui as-tu tué ?» Il m'a dit qu'il ne s'était rien passé et qu'il voulait juste passer la soirée avec moi. Plus tard dans la soirée, les enquêteurs reçoivent enfin la nouvelle qu'ils attendaient. Le laboratoire judiciaire de la police d'État de la Louisiane nous a appelés pour nous dire que l'ADN de Gillis était identique à celui prélevé sur les scènes de crime de Catherine Hall et de Donna Bennett Johnston. La soirée en amoureux de Sean et Terry est interrompue par une visite des policiers. Ils ont enfoncé la porte et sont entrés. Ils ont défoncé les portes à l'intérieur et ont lancé une bombe fumigène dans la maison. Beaucoup d'agents sont ensuite entrés et ont arrêté Sean. J'ai exigé qu'on me dise immédiatement ce qui se passait et ils m'ont dit « Vous ne saviez pas que vous viviez avec un tueur en série ?» Pour Terry, ces accusations sont absolument incompréhensibles. J'ai ri et j'ai répondu qu'il s'était trompé de maison. Terry verra bientôt le vrai visage de l'homme avec lequel elle a partagé sa vie. Je suis allée au poste de police. Je l'ai regardé à travers la vitre et je lui ai demandé s'il avait fait ce dont les policiers l'accusaient. L'air honteux, Sean a fait oui de la tête et il m'a dit « Je suis désolée, chérie, mais c'est vrai. » Mon univers s'est effondré.
En interrogatoire, Gillis commence à révéler les détails atroces de ses crimes. Les enquêteurs découvrent à quel point il a l'esprit tordu. Il explique aussi pourquoi il y avait des marques de lien sur ses victimes. Donna had some type of on her neck or something. What was it? Big nylon tie lock. Demonstration. Okay. Is that simple? Monsieur Gillis nous a dit qu'il avait un nom pour les attaches qu'il utilisait pour commettre ces meurtres. Objectification is exactly how I look at it. I called my weapon that sometimes, the objectifier. Because it would turn them from a woman to the object that I would then deal with. Son principal objectif était de tuer la victime le plus vite possible, parce que ce n'était pas le meurtre qui l'intéressait vraiment. I'm talking about manipulating dead bodies. It's an interesting term you used. That's exactly the way I looked at it. And would it surprise you that the control of another being's limbs is a part of it? Presque tous les meurtriers sexuels qui pratiquent la nécrophilie ont aussi quelqu'un dans leur vie. La nécrophilie est une pratique perverse permettant d'obtenir l'excitation sexuelle. Ça l'excitait. Il trouvait ça vraiment érotisant. S'il n'avait pas été appréhendé, il aurait continué. On découvre avec horreur la profondeur des perversions de Gillis quand il avoue avoir commis d'autres meurtres, dont celui de Anne Bryan en 1994. Monsieur Gillis a avoué les crimes dont on l'accusait, et au cours de la semaine qui a suivi, il a commencé à en avouer d'autres. Tell me an approximate number. 4, 5, 6, 7. Je n'étais pas étonné. Je m'attendais à ce qu'il y en ait plus que ceux qu'il avait avoués. I honestly don't count. I don't count coup. I don't. Sean Vincent Gillis finit par avouer être l'auteur des meurtres non résolus de 4 autres femmes, ce qui porte à 8 le nombre des victimes de ces crimes abominables. Les aveux de Gillis permettent de comprendre pourquoi il y avait une odeur insupportable dans sa voiture, un matin où il est allé chercher Terry au travail. C'est seulement après son arrestation que j'ai su qu'une de ses victimes était dans le coffre de la voiture. Cette voiture est toujours sur mon terrain. Je ne conduis pas. Elle est encore là. I guess that's one of the few times Terry did get to ride with a body in the car. Without knowing it, I mean, because she was, woman had just been dead, you know, a few hours earlier. Les gestes que Gillis avoue avoir commis avant de se débarrasser des corps sont encore plus atroces. She had beautiful legs. It's one thing that I recalled about her. And I wanted to keep those legs. One of the legs, huh? I used a sharp knife to cut. I remember trying to get her arm off as well. The dismemberment, unfortunately, did occur at my house, on my kitchen floor. I don't know how much blood y'all found, but I cleaned and cleaned and cleaned that place. Après avoir arrêté Sean Vincent Gillis, les enquêteurs se demandent ce qui a bien pu le pousser à commettre des crimes d'une violence aussi stupéfiante. En 2004, l'arrestation de Sean Vincent Gillis met un terme à son règne de terreur qui aura duré 10 ans. Quand Gillis avoue avoir tué 8 femmes, les enquêteurs tentent de comprendre comment fonctionne l'esprit d'un homme capable de commettre de telles monstruosités. L'avocat de la défense, Kerry Cochia, se souvient de son client comme d'un homme mal dans sa peau.
Il y a deux Sean Gillis très différents qui se sont révélés au cours de l'enquête. Un phénomène de même nature que celui de Dr. Jekyll et M. Hyde. Comment le merveilleux Dr. Jekyll pouvait-il devenir l'abominable M. Hyde? Terry Lemoine nous a parlé de cet homme après avoir compris qu'elle ne l'avait jamais vraiment connu. J'avais trouvé un homme qui serait là pour moi. Un homme solide, un homme adorable. En réalité, je ne le connaissais pas. Il ne faut jamais croire qu'on sait tout au sujet de qui que ce soit. Jamais. Jamais. Qu'est-ce qui a bien pu pousser Sean Vincent Gillis à commettre de tels crimes? C'est la question que se posent tous ceux qui cherchent une explication. Il aimait beaucoup un site web en particulier qu'il consultait fréquemment. Il pouvait y voir des scènes de crime avec des cadavres et le ruban du périmètre de sécurité de la police, des trucs du genre. J'ai l'impression qu'il n'aimait pas autant commettre le crime que l'idée d'avoir sa propre scène de crime. C'est ce qu'il désirait vraiment. Gillis a photographié plusieurs de ses victimes. Il l'a fait parce qu'il voulait créer sa propre pornographie. Il regardait ses photos. Il s'en servait pour s'exciter et pour fantasmer sur ce qui s'était passé. Gillis affirme lui-même qu'il a des fantasmes pervers et qu'il a l'esprit tordu depuis longtemps. I tried to kill my cousin once to feel her breath so. How old were you? Oh, we were about 12, 13. What about funeral homes? Funeral homes. This will go back to the childhood. I spent a lot of time, and my grandmother had a funeral home right across the street. And me and my cousin, I mean, we would do morbid things like sleep in the coffins. A lot of people can't believe that, but we would do it. Beaucoup de gens nourrissent ce genre de fantasmes pervers et sadiques comparé au petit nombre de personnes qui les réalisent. Le pervers qui passe à l'acte et commet une série de meurtres nourrit ses fantasmes depuis 15 à 20 ans. Malheureusement, s'il ne se fait pas pincer dès le premier meurtre, il prend beaucoup d'assurance. Les gens qui ont des penchants aussi dévastateurs trouvent une façon de segmenter leur esprit. Les gens motivés par une compulsion sexuelle, ceux qui commettent des crimes à caractère sexuel, ne peuvent plus s'arrêter. Ils en deviennent dépendants. I know right from wrong as well as you do. I know you do. But there are certain times when it fuzzes out. And it's really not that I don't know it anymore. It's like, it doesn't matter anymore. This is my universe. I'm God there. I am God. Au procès, la question de la santé mentale de Gillis fait l'objet d'examens. Certains types de maladies mentales sont génétiques. On peut en hériter. On savait que le père de Sean avait reçu beaucoup de traitements en santé mentale. Il devait se demander pourquoi il semblait avoir hérité de ce qu'il percevait chez son père. Il se demandait si ça expliquait comment il était. Gillis est reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. Sean Vincent Gillis était-il simplement un homme qui voulait réaliser ses plus sombres fantasmes ou était-il un tueur né? Je ne crois pas que Sean Gillis était un tueur né. Il avait sûrement une quelconque psychose héritée de son père, combinée à l'obsession qu'il a plus tard nourrie pour les cadavres de femmes. Cette psychose l'a poussé à vouloir trouver ses propres cadavres. C'est ce qui fait de lui un tueur en série unique en son genre.
Gillis n'était pas un tueur né. Par contre, il y avait un élément neurobiologique très important. Il ne comprend sans doute pas à tous les niveaux pourquoi il a commis ces crimes, mais il sait très bien qu'il tuait parce que ça lui procurait une excitation sexuelle. On ne peut pas résumer à une seule chose ce qui a causé les événements de la vie de Sean Gillis. Au cours de l'enquête, on a découvert qu'il avait un dysfonctionnement cérébral. C'est peut-être pour ça qu'il avait du mal à résister à ses impulsions. Rien chez lui n'indiquait qu'il était un tueur né. À mon avis, il s'est lui-même conditionné à devenir un tueur. Il a développé un type d'excitation sexuelle en infligeant des violences extrêmes aux femmes, incluant le viol et la mort. Mes enfants grandissent, ils découvrent les choses de la vie, et je leur dis tout le temps qu'il y a des dragons à abattre. M. Gillis en est un bon exemple. Qu'il soit un tueur né ou qu'il soit devenu un meurtrier, tout ce qui compte, c'est qu'il est un dragon et qu'il fallait l'arrêter. Pendant son interrogatoire, Gillis parle de cette question. Est-il devenu un meurtrier ou est-il un tueur né? At one point, I could control it. It's beyond my control at the moment. I'm a homicidal maniac. I don't mean to be. Bien qu'il ait perdu sa mère dans les pires circonstances que l'on puisse imaginer, Justin Bennett a trouvé la paix de l'âme. Aujourd'hui, je lui ai vraiment pardonné ce qu'il a fait. C'est sa vie, c'est son fardeau. Je ne peux pas laisser cette histoire me ronger la vie. En dépit des traumatismes causés par les années passées avec Sean Vincent Gillis, Terry Lemoine a reconstruit sa vie. Elle a tourné la page sur une histoire qui dépasse l'entendement. Je n'aurais jamais pu imaginer que l'homme un peu coincé qui est entré au dépanneur ce soir-là pouvait être la personne qu'il est vraiment. C'est un chapitre de ma vie dont j'ai tiré d'excellentes leçons.